Donc la cérémonie va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, nous aurons l'intervention du professeur Mamadou Bathily, Mamadou Racine Bathily, qui pourra intervenir et faire éventuellement des témoignages sur la personne même de l'auteur. Ensuite, nous donnerons la parole à Madame Aminata Djigo, qui également pourra faire un témoignage sur l'auteur. En troisième partie, nous aurons la présentation des ouvrages par l'auteur lui-même. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas droit uniquement qu'à un seul ouvrage, ni à deux, mais à la présentation de 3 ouvrages en même temps. À savoir donc Nos larmes noires, Collado, entre vérité et mensonge, Collado qui signifie un peu homme de confiance, et le 3e livre, L'Afrique humiliée, l'enfer de la vérité. Merci beaucoup, Khadim, merci beaucoup. Je voudrais, pour éclairer l'intérêt que je porte à l'auteur et à son œuvre littéraire, vous raconter comment je l'ai connu alors qu'il était étudiant. Il était responsable d'associations d'étudiants et du SO, librement, soit SO, c'est le Sénégal oriental, tout le monde le sait, mais pour certains, c'est aussi le Sénégal un peu oublié. Donc, ils étaient dans cette association et leur journée culturelle posait le problème de quel avenir pour le Sénégal oriental, et ils n'avaient rien trouvé de mieux que de faire plancher, eux qui étaient les étudiants, des professeurs. Comme ça, au moins, ils se vengeaient sur nous, puisqu'habituellement, c'est aux professeurs qu'il appartient d'interroger les étudiants. Là, avec des collègues de la fac de sciences, nous nous sommes trouvés, des géologues, et moi-même économiste, en train de dire ce que nous pensions du sujet. Un autre thème qui mérite d'être retenu était l'illustration de l'intolérance, avec son paroxysme qui était le djihadisme. L'intolérance a été évoquée dans ce refus de métier de forgeron que l'on a évoqué dans une lecture récente, mais aussi le paroxysme de cette intolérance, ce sont ces djihadistes armés qui viennent imposer dans une société des règles de vie avec des sanctions extrêmement barbares. Ce samedi 12 novembre passé, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Bonjour Madame Djigo, je suis votre ancien élève au lycée Mame Cheikh Mbaye. Je suis écrivain et j'ai une cérémonie de dédicace à laquelle j'aimerais vous inviter à l'Harmattan de Dakar. J'aimerais que vous jouiez un rôle. » Et il dit merci, ensuite il signe Mimodia Ladyman. Donc, je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Alors, j'ai appelé, j'ai eu Mimo. J'étais très enthousiaste parce que c'était là l'expression d'une générosité même. Parce que c'est quelqu'un que j'ai eu en classe de seconde et au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, et qui est parti, qui est venu faire ses études à Dakar, ensuite qui est allé en France, qui a fait une carrière, et un beau jour, il offre à cette professeure que j'ai été,
cette immense générosité. Moi, c'est le mot que je retiens. Et après ça, je me suis dit, quoi dire après ce bel hommage de Mimo Dia Lady Men? Son geste a renforcé ma foi en l'humanité. Et je continue de croire avec force qu'il y a quelque chose de magique et de grand dans l'être humain. Je dirais même qu'il y a quelque chose de divin. Alors, bonjour à tout le monde. C'est un immense plaisir de vous voir aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous, de votre présence. Avant d'entamer toute action et tout propos, j'aimerais demander 1 minute de silence à la suite du décès d'un activiste panafricain connu sous le nom de Kalala Mutunde. Quand un panafricaniste meurt, l'Afrique perd un morceau de sa dignité. Voilà ce qui est arrivé il y a de cela 3 jours. Et je voulais tous ensemble lever 1 minute de silence pour le repos de son âme. Permettez-moi de citer Thomas Sankara, notre modèle, notre référence, pour qui aujourd'hui nous avons un combat à mener, à savoir un combat pour la restauration de la dignité africaine, qui a longtemps été bafouée et piétinée par les Occidentaux, en l'occurrence par la France et tous les autres États qui ont continué à contribuer à la domination de l'Afrique. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Comme nous sommes dans le bain, je vais vous lire la 4e couverture du roman Collado, Entre vérité et mensonge. Dans une famille sénégalaise traditionnelle et conservatrice, naquit dans le village de Malabé, Collado, dont le père de famille, un ancien tirailleur sénégalais, fut sauvagement assassiné par des réfugiés mauritaniens à la suite des douloureux événements de 1989 opposant la Mauritanie et le Sénégal. Il fut arraché de force entre les mains de sa mère sans accord de celle-ci pour être dans la famille sénégalaise traditionnelle et conservatrice. Il fut arraché de force entre les mains de sa mère sans accord de celle-ci pour être confié à sa tante paternelle Alimata, vivant dans l'immense ville de Tambacounda, afin de lui assurer une bonne éducation. Cet enfant, très bien élève, prédit le goût des études et finit en prison suite aux mauvaises fréquentations et de malversations à Tambacounda. 6 ans après son retour forcé au village natal, Collado était devenu un grand transporteur de renommée nationale et sa fille Gueda, atteinte d'une maladie incurable, rendit l'âme. Il échappa à une amputation de ses bras par des djihadistes et immigra clandestinement en France où il élit domicile chez son oncle maternel plutôt. Puis chassé par celui-ci, il sombra dans la drogue. C'est par pur hasard qu'il apprit la mort de sa mère. Si cette terrible nouvelle le ramena à la raison, sa situation socio-économique ne s'améliorera guère. Il trouva un travail noir grâce à sa copine Katrina, qui était enceinte de lui de 4 mois au moment de son expulsion vers le Sénégal. Entre fiction et réalité, l'auteur peint dans ses grandes lignes la société sénégalaise à travers ses us, ses coutumes, interdiction d'exercer des métiers associés à des castes, soumission des mamans au dictat des belles-sœurs, travail forcé des femmes au village, irresponsabilité des époux, protection des animaux, résilience face aux mauvaises politiques étatiques, foi et religion.
Il met en valeur de nombreux héros anonymes, bravoure des femmes au foyer, le respect des liens sacrés du mariage, dignité des hommes pauvres, lutte de survie dans les villes et villages. Il aborde les questions de conflits frontaliers entre le Sénégal et la Mauritanie, les désastres du changement climatique. L'auteur nous livre les tragédies des migrants noirs pris entre deux feux de violence étatique, des guerres et de la pauvreté qui les forcent à quitter leur pays. On constate ici un changement de narratif car l'auteur a pu démontrer que comme Collado, on peut réussir sa vie dans un pays dit du tiers-monde et échouer très lamentablement en Occident. L'Europe n'est plus cette Eldorado tant rêvée par les Africains. Voilà la 4e couverture du roman Collado, entre vérité et mensonge. Mes chers amis, si vous me permettrez, je vais faire de façon ramassée le résumé de mes livres et les points focaux sur lesquels je voudrais passer en revue, c'est justement le franc CFA, le djihadisme, la démocratie et le racisme. Je vais commencer par le racisme. Le plus souvent, les Africains subissent le racisme à travers le monde. Et on se pose la question pourquoi ces situations n'arrivent qu'à nous. On va essayer de démontrer de façon scientifique, avec la rigueur intellectuelle requise, pourquoi les Africains subissent le racisme. Déjà, il faudrait comprendre que depuis l'Église catholique discutait sur une situation, à savoir de déterminer est-ce que les Noirs avaient une âme. Et si les Noirs avaient une âme, c'est-à-dire tout simplement, en ce moment-là, l'esclavage va être analysé, est-ce que c'était condamnable ou pas. L'Église catholique s'est rendue compte que finalement, effectivement, que les Noirs avaient des âmes. Elle détermine 2 hypothèses qui sont les suivantes. Puisque les Noirs ont des âmes et que les Noirs aussi adoptent la religion catholique, en ce moment-là, l'esclavage n'est plus condamnable. En revanche, lorsque les Noirs ont une âme et que les Noirs refusent de se convertir au christianisme, alors là, l'esclavage n'est pas condamnable. Vous comprenez la position de la religion sur ça. Il a fallu l'arrivée du pape Grégoire XVI pour que l'esclavage soit banni par les chrétiens. Ensuite, vous avez, dans la religion musulmane, l'islam, où vous avez des érudits de l'islam, comme Al-Shibili, comme Ibn Khaltoum. Ibn Khaltoum qui disait ceci, à la page 154 de mon livre. Les seuls peuples à accepter vraiment l'esclavage sans espoir de retour sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade de l'animal. Ensuite, il sera secondé par un autre historien de l'islam qui s'appelle Al-Abshili, qui disait ceci: quand le noir a faim, il vole, et quand il est rassasié, il fornique. Voilà la vision que les grands érudits de l'islam avaient vis-à-vis des Noirs. Donc en gros, voilà les points phares que j'ai développés dans ce livre.